y a des personnes qui sont en cours de rupture pendant le confinement parce que ça arrive malheureusement. Comment on peut gérer une rupture quand on est confiné? C'est très très compliqué, c'est très compliqué. Là je vais être un peu décevant. J'ai mis le podcast de Greg en fond, que vous puissiez écouter en l'attendant. On est sur de l'amour confiné. C'est la sexualité confinée. Donc on est dans le cœur du sujet. J'attends qu'il se connecte et qu'il me fasse sa demande et puis... Ah, tiens. Hop. Le voilà. Et qu'on est en train de vivre une rupture, ça doit être terrible pour les couples. Et là, je ne sais pas... Salut. Hey, écoute. On y arrive. Je t'ai mis ton dernier épisode pas du sexe confiné, mais de l'amour confiné. Ben, j'entends. Voilà. Comme ça, c'était un peu le teaser de début du truc. Je quand même, parce que là, les gens arrivent. Ben ouais, on va attendre qu'ils arrivent. Sinon, on dit rien, on t'écoute. Hein. On peut passer une petite demi-heure. Le meilleur passage fait de vous aider. Help. Non, mais de ce que je retiens de ton podcast, quand même, ça risque de quand même sérieusement divorcer à la fin du confinement. Hein. Écoute, pas nécessairement. Hein. Ça peut renforcer certains couples. Hein. Attends, je te coupe en même temps, parce que là, j'ai 2 Grecs, ça fait tout much. Hein. Ouais, ce qu'il disait, du coup, je te ressors ton podcast, ce qu'il disait, c'est que ça, soit ça passe, et ça passe nickel, soit ça casse complètement, quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est ça. T'expérimentes pas du tout le confinement à 2, toi, là. Hein. De quoi? T'expérimentes pas du tout le confinement à 2. Bah non, je suis tout seul, là. Et du coup, ouais. Mais c'est bien tout seul aussi. C'est un peu vert chez toi, t'as mis quoi? C'est un arbre. Ah. C'est un arbre chez moi, tu vois, regarde. Il est grand. Ah ouais. Ouais. Il y avait ce collier-là qui m'a lâché, là, en direct, en live. Bon, bah, attends, tout le monde arrive. Pour ma part, ça casse. Ouh là là là. Ah bah ouais. Élise, si tu veux, on se fera une session, on fera 2 teams à la fin. Enfin, moi, nous, Greg et moi, on est confinés seuls, hein, donc on peut pas. Mais on vous demandera pour qui ça passe, pour qui ça casse, quoi. Et, faut pas que vos mecs ou vos copines y suivent le truc, sinon on est mal barré. Hein. On va se prendre t'imagines, des ruptures en permanence. En live. Bon, on va dire, il est 19h01 en fait déjà. Hein. Mais ouais. Donc on va peut-être commencer. Eh ben, vas-y, commence. Je vais t'expliquer un petit peu. Moi j'adore. Qu'est-ce que tu adores, Indialo Consulte? Que ça casse ou que ça passe? Parce que... Mais qui est ce canon? C'est Alice. Mais qui est ce canon? Ou c'est Greg? Je pense que ça parlait de toi. Attends, j'ai pas loin, j'ai ça si tu veux. Pour être vraiment dans le thème. Ah ouais, moi j'ai mon masque qui est un peu loin de moi. Ouais, mais là, jusqu'aux yeux, c'est compliqué là quand même. Bon, non. Il faut que je focus. Alors avec moi, ce qu'il faut savoir, c'est que même quand j'essaie d'être carré, c'est pas carré, mais c'est bon. T'inquiète. J'ai quand même décidé de faire un truc qui soit un peu carré. Donc avec thèse, antithèse, synthèse, vous avez 1 heure. Non, je déconne. Avec 3 parties d'abord, toi. Tu vois, le côté introspection, quête de sens. Non, je déconne. Le côté podcasteur surtout. Ou ton bouquin, etc. Ensuite, ton podcast, donc blanc. Et en fait, un peu ta vie, ton œuvre et ton art. Et puis à la fin, les gens qui t'inspirent, les podcasts qui t'inspirent, et puis le format même aujourd'hui, la révolution du format, de la création de contenu avec le podcast notamment. Donc moi, finalement, je suis un baby dans ce milieu du podcast. Hein. J'ai débarqué avec Bababam. C'est Pierre qui m'a lancé avec l'emprunt. Pierre Orlac, qui va d'ailleurs, c'est mon invité, je tease. Pierre Orlac sera là mardi prochain à 19h pour parler podcast. Donc, c'est mon mentor. Et donc, j'ai quand même découvert le podcast. Il est là, Pierre. Coucou, Pierre. Voilà, Pierre. Voilà. Et donc, il sera notre invité mardi prochain. Et moi, donc, j'ai découvert le podcast grâce à lui. Il y a maintenant bientôt 1 an. Putain, ça passe. Hein. Comme quoi, le confinement, ça nous fait passer le temps encore plus vite. Je ne devrais pas dire ça, sinon Edouard Philippe va me dire c'est bon, tu restes confiné. Non, je ne dis pas ça. Je crois qu'il n'a pas vraiment annoncé qu'on déconfinait le 11. Hein. Je crois que j'ai pas écouté, mais je crois que c'est pas tout de suite. Ah, c'était, tu vois, un peu comme ça, Barbe, hein, 2 teintes, un peu, tu vois, genre. Bon. Et donc moi, je commence vraiment à être à l'aide du format, mais ça m'intéresse. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir des retours de podcasteurs qui sont beaucoup plus ancrés dans ce schéma, dans cet écosystème du podcast. Et donc, voilà, je voulais t'avoir toi pour me parler déjà de toi, comment tu es podcasteur, Greg. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te raconte? C'est quoi tu veux. Eh ben, donc moi, je
je fais plusieurs choses d'abord. Moi, j'essaye de créer du lien au maximum. Et j'essaye, pour reprendre le truc de mon podcast, d'ouvrir la porte à la connaissance, à la sagesse et aux connexions. J'adore connecter les gens, pour ceux qui me connaissent. J'aime beaucoup mettre en relation les gens. Et en fait, moi, j'ai un vieil historique parce que j'ai créé un blog il y a 15 ans. Donc ça fait longtemps que je crée du contenu en ligne. Et en fait, je suis parti vivre à New York et quand je suis revenu, j'ai décidé de créer un podcast. Donc, qui s'appelle Vlan et qui était un podcast marketing et qui est devenu un podcast sur l'évolution de la société et en particulier sur le lien à soi, aux autres et à la nature. Et en parallèle de ça, j'ai… En fait, c'est parce qu'à New York, il y avait déjà cette tendance du podcast. Ouais, c'est comme ça qui t'est inspiré en fait. Il y a plusieurs choses. Il y a évidemment la tendance du podcast à New York. J'avais des copines qui avaient des podcasts à New York. Il y avait ça. Il y avait le fait aussi que moi, quand je créais du contenu, je voyais bien que les gens lisaient moins, qu'ils avaient moins de temps de lire. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je m'intéresse à une autre typologie d'attention. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai créé mon podcast. Et puis, un peu comme toi, moi, je pense que j'ai toujours, tu vois, mon blog s'appelait Sortir du cadre. Le podcast s'appelle Vlan. Il n'y a pas trop de hasard. J'ai toujours été un petit peu… en dehors de la zone de confort. Et donc, j'aimais bien l'idée de me dire qu'à travers la voix, ça allait vraiment se ressentir. Donc c'est pour ça que j'ai créé ça et que j'ai lancé. Et que voilà, ça fait 3 ans maintenant, donc ça fait un petit moment. En parallèle de ça, j'ai… Podcast, toi. De quoi? Je suis un podcast. Attends, moi, ça va faire 1 an, là, bientôt, le 19 juin. Ah ben voilà. Ma première bougie. Et donc, j'ai fait ça. J'ai aussi créé une société de production de podcasts qui s'appelle Plink et qui, aujourd'hui, produit surtout des podcasts, j'ai envie d'appeler B2P, c'est-à-dire Business to Professional. On a fait du B2C, on l'a fait pour Garlin, on l'a fait pour d'autres, mais en fait, on fait principalement des podcasts pour des marques, enfin, pour des entreprises qui parlent à d'autres professionnels. Donc, ça peut être des collaborateurs, des clients B2B ou des partenaires. Donc, on fait le podcast d'Instagram, on a fait le podcast d'Uber, on a fait un certain nombre de podcasts. On a créé aussi une régie et puis j'ai aussi créé un groupe de podcasteurs qui s'appelle Les Mutants où en fait on a réuni un certain nombre de podcasteurs indépendants. Donc voilà, donc j'essaye de comprendre un petit peu cet écosystème et d'être… en fait, un peu comme Bababam, tu es créateur de contenu de podcast en fait finalement. Ouais, complètement. Des agences finalement, d'accord, très bien. Mais Bam, enfin Pierre… T'as remis un bam là. Ah merde. Pierre me corrigera, mais je crois qu'il est vachement sur la fiction et sur le B2C, enfin, de ce que je comprends, mais peut-être que je me trompe. Ah, il y a du B2B aussi. Hein. Mais de toute façon, mais une fois que tu crées du contenu, de toute façon, tu crées du contenu. Ouais. Nous, on est vraiment sur ce que j'appelle le B2P, quoi, Business to Professional. On est vraiment là-dessus. D'accord, top. Et donc, tu n'as fait que Vlan, tu n'as pas eu envie de faire d'autres formats, de te lancer dans d'autres podcasts? Non, mais c'est déjà… En fait, pour moi, ça représente… Je publie 1 fois par semaine. Donc, ça représente une journée par semaine de travail entre le fait de trouver l'invité, de préparer le sujet, d'enregistrer. Et puis après, de faire les contenus pour les réseaux sociaux, de répondre aux gens sur les réseaux sociaux. Donc, tout ça prend du temps qui n'est pas rémunéré. Donc, non, j'en ai fait qu'un et c'est déjà pas mal. Nous sommes complémentaires, Grégory. Il y a Pierre qui dit que vous êtes complémentaires. Exactement, c'est ce qui me semble aussi. Hein. Enfin, j'étais pas très sûr. L'union fait la force. Exactement. Non, j'étais pas très sûr, mais il me semble que oui. Qu'on ne fait pas précisément la même chose, effectivement. Ouais, non, vaut mieux faire un truc que tu fais bien plutôt que de vouloir te répartir sur 50 000 choses que tu fais pas forcément très bien. Et je pense que Vlan fonctionne bien. Aujourd'hui, c'est à peu près 150 000 écoutes tous les mois. Voilà, et j'ai pas trop l'intention de m'étendre. D'ailleurs, c'est comme ça que je t'ai découvert aussi, c'est quand on était cités dans les tops, tu sais, exactement. Top s'est appelé, et depuis live, quand exactement. on ne plus. C'est exactement ça. Et donc, tu me disais que le podcast avait 3 ans d'existence. Comment est-ce que tu arrives à te renouveler, à t'inspirer? Comment est-ce que finalement tu fais venir les gens dans ton podcast? Est-ce que c'est parce que tu as un coup de cœur sur une personnalité? Est-ce que c'est un sujet? Là, tu me parlais du confinement et que tu allais étudier le côté forcément couple en confinement. Est-ce que du coup, tu t'es dit, bon, il faut que je fasse ce sujet, il me faut une personne pour ce sujet-là, ou non, j'ai un coup de cœur pour cette personne-là, donc je vais lui trouver un sujet? Non, alors en fait, souvent, en ce qui me concerne, les invités que je reçois, c'est souvent des gens que je croise à des dîners, à des soirées. Donc avant le confinement? Ouais, non, mais je te parle même pas. Là, je te parle en général. Le confinement, c'est encore autre chose. Typiquement, celui sur le couple,
En fait, Non, mais je te disais parce que tu me disais des gens que je croise, donc c'était forcément avant le ah confinement. oui, Là, ça, oui, par là essence. je précise au cas où les gens disent non, non, on reste chez nous, vous inquiétez pas, on est confinés. Euh, Bon, là, c'est à l'envers, mais oui. avec qui on m'a mis en relation juste avant le confinement. Et donc, on discutait ensemble de faire un épisode sur ce sujet-là qui était l'orgasme thérapeutique. Et en fait, après, on a été confinés. Et donc, j'ai contacté Alain en lui disant, est-ce que ça serait pas intéressant de faire quelque chose autour du confinement et du couple? Parce que, effectivement, c'est un sujet. Donc, en fait, euh, pour répondre à la question et puis la question qu'avait posée le DIRCOM de Coca-Cola sur Twitter, je choisis mes invités en fonction de ce qui, moi, m'intéresse. C'est-à-dire qu'en fait, je suis très curieux. Donc, en fait, il y a beaucoup de sujets que j'essaye d'explorer moi-même. Euh, et puis aussi, les gens qu'on me présente, les gens que je croise, ouais, les gens qu'on me suggère. Tu vois, on m'a suggéré avant-hier, je crois, François Julien, qui est un philosophe assez connu, que j'ai contacté aujourd'hui, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, donc avec qui on va faire un épisode bientôt sur la culture chinoise et la culture européenne et voir comment on a un rapport différent au temps, à la durée et aussi à la nature. Donc, tu vois, ça va être un sujet, bon, c'est de la philo, hein, mais moi, je trouve ça hyper intéressant, en l'occurrence. Donc, voilà, et c'est comme ça que ça avance. Et toutes les, et j'ai des, enfin, tu vois, là, je pense que j'ai 7 ou 8 épisodes d'avance, donc je suis, Ouais, toi aussi, ouais, nous, ouais, c'est pareil. J'aime bien avoir un petit peu d'avance au cas où. c'est Et tu ça. Donc, enregistres à distance, toi, toujours, ou t'as un studio? non, non, j'enregistre jamais à distance normalement. J'enregistre toujours en studio. Mais là, évidemment, confinement oblige, j'enregistre à distance. Et en fait, justement, avec Plink, on a créé une offre de podcast à distance professionnel parce que ça me semble nécessaire. Parce que là, c'est le premier confinement, mais je pense que ça va durer une petite période quand même. Et puis, il y a des risques de vagues, de confinement, de reconfinement. Et même si Exactement. tu les invités pour se déplacer, tu vas pas les forcer à. Enfin, Non, ça me paraît compliqué. Et donc, du coup, j'ai montré sur Instagram, d'ailleurs, sur l'Instagram de Vlan en tout cas, le studio que j'avais créé chez moi. Avec, j'ai accroché une couverture au mur pour étouffer les sons. J'ai acheté des micros un peu spéciaux, etc. Donc, je montre ah tout ouais, t'as ça. fait tout bien. Ouais, ouais, bah, on essaye. On essaye Un de faire top. la chose bien. Mais Bah, parce moi, que la j'ai voix, réglé mon micro hier, tu vois. Je l'ai réglé hier, je fais des réglages avec JG, le monteur de Bababam. Et là, c'est bon, là, on est rodé. Donc, je suis contente, j'ai pu les programmer à distance. Mais c'est vrai que ça soulageait aussi mes invités quand je leur ai dit est-ce qu'on peut le faire à distance. Ah oui, merci, merci. ouais. En fait, les gens ont quand même s'il y a des confinements, peut-être, c'était pas. Voilà, les gens sont pas très à l'aise pour se déplacer. Non, non. Je pense que ça va pas être demain. Et, et cela dit, c'est vrai que la qualité du son est extrêmement importante pour moi parce que Je suis d'accord. on parle beaucoup d'émotions et on parle d'intimité. Même quand tu parles de philosophie ou de sociologie ou peu importe, il y a comme une intimité qui se crée dans le podcast. Et ça, c'est lié à la qualité de la voix. À la C'est pas du qualité de rouge, la hein. voix. Non, Moi, mais je si suis j'ai pas. regardé. Ouais. On Voilà. a fait le même verre. Même si c'est l'heure de l'apéro, on est voilà. On est à l'eau. Donc cette intimité, elle se passe par la qualité de la voix. Donc pour moi, nous, on met énormément d'importance d'abord dans l'enregistrement, mais aussi dans le mixage, parce que c'est vraiment important. Et j'avais vu une question, c'est quel est ton épisode préféré? Est-ce que tu en as un de tes épisodes préférés? En Enfin, fait, tes épisodes, bref. Je suis un boulet. tu faisais Ma une blague question tout à est un l'heure. boulet. Ouais, tu faisais une blague tout à l'heure en parlant d'intimité. On va rentrer dans le détail. Ça. En vrai, mon podcast, c'est aussi mon évolution. Je ne sais pas si j'ai un épisode préféré. Il y a plein d'épisodes que j'aime beaucoup. Ah, donc si on les suit tous, on te voit évoluer. Je Si genre pense, on ouais, retrouve complètement. blanc depuis le début, Hmm. ok, je vais peut-être tous me les. Je vais voir comment Pikachu devient Salamèche, tu vois. Je vais Exactement. comprendre. Je vais créer Non, un non, mais truc ouais. derrière. Je pense que tu sens, en fait, je me libère, je me permets de faire des choses, je me donne l'autorisation. Donc, je ne sais pas si j'ai un épisode préféré, tu vois, bon, celui qui fonctionne bien, c'est le 51 sur le bonheur. C'est un vieil épisode pour moi, parce que j'en ai 129 publiés, mais qui est hyper intéressant, qui a été un peu un tournant aussi, et c'est, tu sais, donc, je lance ce livre sur comment on peut faire face aux défis climatiques. C'est un livre qui s'adresse vraiment aux gens qui ont une conscience écologique mais qui ne sont pas militants. Et en fait, ma réflexion, c'était de me dire, aujourd'hui, l'écologie, elle est très punitive, en tout cas, on essaie de te contraindre. Et je ne crois pas que ça soit très sexy de vendre ça aux gens. Je Et en vais fait, faire venir dans l'empreinte, toi. Hum, Je vais faire venir dans l'empreinte, c'est exactement ce qu'on s'est positionné sur le bah côté ouais. valoriser les bonnes pratiques plutôt que de
punir, bannir. Exactement, exactement. Et en fait, moi, je propose dans ce livre une nouvelle spiritualité de société pour faire face aux défis climatiques. En fait, c'est pas une spiritualité au sens spirituel, mais une nouvelle manière. Pour moi, c'est comme un peu un régime alimentaire, c'est-à-dire que tu peux chercher le meilleur régime alimentaire, savoir si vous mangez que des ananas, que de la viande, que peu importe. Je sais pas, je fais pas de régime alimentaire, mais et pour l'écologie, pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire que tu peux te dire, bah, je vais arrêter de prendre l'avion, ou je vais ne plus consommer de viande, je vais faire mon savon tout seul, ou je vais prendre que du savon sec. À faire mon savon, moi, on est mal barré. Ouais, tu vois le truc. Et pour moi, en fait, si tu fais un pas de côté et que tu changes ta manière de regarder le monde, la vie, et en particulier le bonheur et le succès. Aujourd'hui, le succès, c'est une recette qui est autour de l'accumulation de biens, de pouvoir et d'argent. À partir du moment où tu changes ta recette, parce qu'en plus, cette recette ne fonctionne pas, Je teste un truc, je viens d'épingler un commentaire que je trouvais intéressant. que le zero waste commence à comprendre ça. Mais en fait, je sais pas ce que ça donne. Moi, les gens, quand là, j'épingle un truc, ça vous donne quoi? Comme ça, on fait des tests en même temps. Est-ce que ça reste figé, le commentaire? Ouais, ça reste affiché. Quand tu épingles, ça reste affiché. En même temps, c'est le côté épinglé du truc. Hein. Ça fait vraiment la nana. Par définition. Détachez le commentaire. Détachons. Oui, le mouvement zéro waste, oui, parce que du coup, c'est de regarder quand les gens parlent aussi. Mais voilà, il faut y aller, comme le dit Bacang, step by step. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, ce que j'ai fait, c'est un bouquin qui s'appelle Un Sustainable Paradis. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allé interviewer tous les gens qui font société, c'est-à-dire la société civile, des psychologues, des anthropologues, des thérapeutes, des experts, enfin, voilà, des politiques, donc François Hollande, des gens de lobby, des gens de think tank, etc. Et puis des patrons d'entreprise. Donc, le patron de L'Oréal France, le patron de la Naïf, etc. Pour essayer de comprendre comment ce triptyque qui fait société bouge ou comment ils restent immobiles ensemble et comment on fait pour bouger, en fait. Et c'est un bouquin qui est plutôt positif, qui est très humaniste parce que moi, je ne suis pas du tout parfait. Tu vois, il y a des enceintes dans le fond. Enfin, bref, je ne suis pas du tout parfait et je ne suis pas là pour donner des leçons à qui que ce soit. Donc c'est aussi. Cyrielle qui nous a rejoint. Ah, salut Cyrielle. Qui, du coup, va être entièrement d'accord avec toi. Parce que là, on est en train de parler d'écologie, Cyrielle. Exactement. Donc voilà, c'est un bouquin qui parle de ça et qui propose de repenser la manière dont on fait société. Et de toute façon, c'est mon métier aujourd'hui aussi, c'est-à-dire d'accompagner des grands groupes, enfin des grands groupes, des boîtes en tout cas, Oui. dans leur transformation responsable. C'est-à-dire de leur conviction à leur vision, en passant par un audit, mais aussi de manière très concrète, comment ils peuvent changer leur pratique. Et je pense que ça, c'est essentiel. Je pense que là, le confinement, pas que ça soit, je pense pas qu'il y ait un après-confinement vraiment fondamental au niveau des marques, mais en termes de prise de conscience, il y aura forcément Moi, je quelque chose. suis pas forcément d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il va y avoir vraiment un avant, un après. Après, d'un point de vue écologique, peut-être pas, parce que finalement, on va peut-être se remettre tout autant à polluer, mais d'un point de vue peut-être sanitaire et autres, il va y avoir forcément un avant, un après, même consommation. Hein. Là, j'écoutais, d'ailleurs, il y a ces Boeing qui a annoncé que selon eux, les vols, enfin le trafic aérien ne reviendrait pas à la normale avant 3 ans. Ah oui, non, mais ça c'est sûr. Donc pour répondre à la question, le livre est disponible, oui, sur leslibraires.com, Oui, je pense. ton livre est disponible. Je dis bonjour à Céline en même temps, en passant. Et non, bien sûr. En fait, si tu veux, je pense qu'après post-confinement, il va y avoir une dose de surconsommation parce qu'il y aura aussi beaucoup de soldes. Mais par contre, au niveau des prises de conscience des patrons que toi tu vois aussi, je crois qu'il se passe vraiment quelque chose. C'est une discussion aussi que j'avais eu avec le patron de la Naïf, justement. Ah, t'as vu qui, de Murger ou Ouais, de Murger. Du Murger, pardon. Moi, j'ai eu Dominique Mahé. D'accord. Et moi, c'est un binôme très, très top de la Maïf. Ouais, c'est hyper intéressant. Mais je l'ai eu lui, comme j'ai eu. Je crois que tu l'as reçu aussi d'ailleurs, le patron de la strate de Fleury Michon. Ah, David Garbous. Exactement. Donc, c'est Oui. tous ces gens-là que j'ai rencontrés pour mon bouquin. Et moi, j'essaye d'accompagner les marques. Et en fait, je pense que les marques ont un rôle assez essentiel à jouer en fait, dans la transformation de la société. Donc, j'essaye de les accompagner dans cette transformation, donc en redéfinition de la raison d'être, mais aussi. Donc, tu deviens un peu une agence RSE finalement. Non, parce que pour moi, le RSE, enfin, pour moi, en fait, la transformation qui est en train de se passer au niveau de la responsabilité, c'est exactement la même chose que ce que j'ai fait au niveau de la transformation digitale. Tu vois, j'ai fait de la transformation digitale pendant, je sais pas, 8 ans, 9 ans. Mon métier. Enfin, ouais, moi, j'ai fait ça pendant très longtemps. Pour moi, c'est une problématique un peu ancienne maintenant. Enfin, en tout cas, si les marques l'ont pas fait. Non, là, on voit même là, pas pendant opérationnellement. le confinement. Voilà. Donc, pendant le confinement, là, typiquement, j'ai jamais eu autant de demandes que maintenant pour la digitalisation. Il y a des demandes, mais pour moi, si tu l'as pas faite déjà, ta transformation, c'est que tu es vraiment à la bourre, en fait. Donc moi, j'ai fait ça pendant très longtemps.
Et aujourd'hui, la transformation responsable, c'est quasiment la même problématique, c'est-à-dire c'est surtout une question de prise de conscience. Et de la même manière que tu avais une équipe digitale qui était un peu mise sur le côté, comme aujourd'hui c'est le cas de l'équipe RSE, demain, le digital, c'est l'intégralité de l'entreprise, évidemment. Et pour moi, de manière assez évidente, c'est l'intégralité de l'entreprise qui devient RSE, entre guillemets. Donc, Je lis en même temps, de mon humble avis, l'écologie est la grande perdante du post-confinement. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, vos avis nous intéressent là-dessus. Moi, je suis assez partisane de ce commentaire. J'ai l'impression que finalement, ça va, enfin, sauf la réduction des transports, mais je ne suis pas sûre qu'en effet, ça restera une priorité l'écologie après le confinement. en fait, ce qui est intéressant, il y a un mec que j'ai reçu qui s'appelle David Jays, qui est un philosophe politique passionnant, prof à Sciences Po, entre autres, mais qui est un normalien, énarque, voilà, et qui a écrit un papier sur le triptyque impossible qui est la démocratie, le capitalisme et la soutenabilité. En essayant de comprendre comment on fait pour faire ce triptyque. Est-ce que, comme en Chine, en fait, ils vont soutenir le capitalisme et l'écologie, mais il n'y a plus de démocratie, évidemment, on impose les choses. Ou alors, est-ce qu'on est à fond dans le capitalisme pour maintenir la démocratie, mais du coup, on oublie l'écologie? Ou alors, on est hyper écologique, mais du coup, le capitalisme se casse la gueule. C'est quoi le bon équilibre? Et en fait, c'est vraiment ça. C'est ce triptyque qui est intéressant, je crois. Et en fait, la bonne réponse, c'est sans doute, tu l'as aussi dans un bouquin qui s'appelle The Donut Economy, qui est une économiste anglaise hyper intéressante. Et je crois que en fait, elle parle de la donut economy en disant que finalement, il y a deux cercles. Il y a le cercle intérieur qui est là où tu ne peux pas aller, c'est-à-dire dans la misère. Et puis, il y a le cercle extérieur qui est dans la surconsommation. Et en fait, il faut rester sur cette ligne intermédiaire. Je crois que, moi, mon bouquin s'appelle Insoutenable paradis pour ça. C'est que ce paradis qu'on a créé, il est insoutenable pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, on voit l'augmentation des suicides en Occident, on voit l'augmentation de la prise d'anxiolytiques, on voit les burn-out, on voit l'espérance de vie qui diminue en Occident. Donc en fait, ça ne fonctionne pas, ce modèle qu'on a créé, de manière assez évidente. Et en plus, ça a des externalités négatives extrêmement importantes, et pour les autres vivants, évidemment, et pour tout ce qui est végétal. Donc pour moi, le capitalisme, là, on est dans une sorte d'extrême. Toute la question, c'est de revenir à un capitalisme qui soit ordonné et qui bénéficie à tout le monde. Et pour ça, les entreprises, bien sûr que les trois vont avoir un rôle, que ce soit le gouvernement, enfin, donc les politiques, la société civile et les entreprises, mais les entreprises ont un rôle essentiel à jouer dans la redéfinition de ce que c'est que la croissance et la performance. Tu vois, comme l'a fait la MAIF, avec des indicateurs qui sont court terme, bien sûr, donc la performance financière, mais pas que court terme, donc avec des indicateurs qui sont plutôt long terme. Mais j'ai une question. Est-ce que du coup, dans ton podcast, dans Vlan, on voit ton évolution qui est d'abord du digital vers la RSE, où finalement tes convictions sont pas vraiment, enfin, ton podcast ne s'imprègne pas vraiment de tes convictions, c'est plus au fil de tes rencontres. Où là, où tu sens vraiment que tes derniers épisodes sont vraiment beaucoup plus sur de la RSE que, pas RSE, tu vois ce que je veux dire, tout l'écosystème de l'écologie et on va dire de la green tech, du business vertueux, quoi. En fait, je pense que tu le sens venir au fur et à mesure. En fait, je pense que tu le sens venir. C'était là avant, chez moi. Bon, là, ton dernier épisode, il a quand même pas parlé de capote écologique. Hein. Non, mais c'est pour ça. Moi, mon podcast, il n'est pas sur l'écologie. Mon podcast, il n'est pas sur l'écologie et il n'est pas monosujet, en fait. Mon podcast, il est sur le lien. Donc, le lien à soi, le lien aux autres et le lien à la nature. Et en fait, je joue avec ce triptyque-là en parlant de l'évolution de la société. Donc, les relations amoureuses, c'est évidemment la relation à soi. Mais la semaine prochaine, je passerai un épisode sur les loisirs post-confinement et sur en particulier la une question, regarde, post-confinement. Est-ce que vous prévoyez un retour déplacement vers les provinces post-confinement dans les prochaines années? Ah, c'est un sujet intéressant. Moi, je pense que j'ai fait un épisode là-dessus, en fait, avec Stéphane Hugon, qui est un sociologue de l'imaginaire, et sur le besoin de la nature. J'ai fait aussi un épisode sur la ville, qui est sans doute ce truc dont tu as besoin, mais qui est insupportable en même temps, nécessité insupportable. Je crois que ce qu'on apprend pendant ce confinement, c'est aussi cette capacité de travailler à distance. Donc, ça va libérer. Je pense qu'en France, on avait vraiment peur que les gens ne travaillent pas quand ils étaient chez eux. Et en réalité, ce qu'on voit avec ce confinement, c'est que les gens travaillent depuis chez eux, voire travaillent mieux, parce qu'en fait, ils n'ont pas plein de liens sociaux qu'ils auraient. T'as une question aussi après. Qu'ils auraient
qu'ils auraient au bureau. Donc au final, moi je pense que, et c'est une discussion que j'avais avec Gaspard Gonzer aussi, qui s'est présenté aux élections municipales à Paris, qu'il faut repenser intégralement la ville, il faut repenser le travail en fait. Donc c'est pas juste dire il faut interdire la voiture, c'est juste qu'il faut sans doute penser des espaces de coworking en banlieue pour éviter les allers-retours. Et sans doute que oui, il y aura un retour à la province, ou en tout cas à la banlieue éloignée, avec moins d'allers-retours, parce que c'est pas nécessaire en réalité. Non, mais puis tu sais, on en parlait tous les deux d'ailleurs au téléphone. Moi, je pense qu'on découvre aussi l'ultra-adaptabilité de l'être humain, finalement. On nous aurait dit il y a quelques mois que vous allez être confinés. Non, on n'imagine pas un jour être confiné. Et en fait, on y arrive plutôt bien. Et même si c'est compliqué pour certains et que les règles sont enfreintes, on arrive quand même à s'adapter et à continuer à faire tourner l'économie. Le krach boursier a eu lieu presque avant le confinement, au début, le krach boursier, Tu parles de 2008, énorme, voilà. Et en fait, une fois que les banques ont vu que l'économie gérait plus ou moins, qu'on gérait plus ou moins, c'est remonté. Moi, je sais qu'au tout début, j'ai vu mes actions chuter. Je me suis dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Et en fait, tu te rends compte que c'était, la bourse avait anticipé ça. Et puis finalement, ils se sont un peu réadoucis en disant, bon, en fait, on s'adapte, on arrive encore à faire tourner les choses, etc. Donc moi, je trouve que je suis plutôt assez rassurée, on va dire, entre guillemets, par la nature humaine. Il y a toujours la connerie humaine, et ça, c'est sociétal, ça dépend aussi des pays. On voit bien que les Français ne sont pas très, comment dire… On n'est pas suédois. On est les irréductibles gaulois, hein, dirons-nous. Et ouais, on n'est pas suédois, on n'est pas chinois non plus, parce que finalement… la Chine, c'est différent. Coréens. Ma petite sœur était en Corée, et ils n'ont pas eu besoin d'être confinés. Hein, donc, Non, c'est des questions de culture, c'est des cultures très différentes. Tu sais, dans mon bouquin, pour parler de ça et de la capacité de s'adapter, dans mon bouquin, je parle beaucoup donc du bonheur. Et ce que je dis, c'est que tu n'es pas capable, parce qu'en fait, j'explique à quel point l'argent ne fait pas le bonheur. Et j'explique à quel point ton cerveau, il n'est pas construit pour envisager les mauvais côtés d'une bonne nouvelle. Donc, par exemple, si tu gagnes au loto, tu vas te dire c'est super. Et en fait, tu n'envisages pas les côtés négatifs de cette bonne nouvelle qui sont la perte de tes amis, le fait de la perte du désir, le fait que tu n'as plus le droit de te plaindre, puisque tu as de l'argent, donc logiquement, tu n'es plus censé avoir de problème. Bref, il y a plein de côtés négatifs à cette bonne nouvelle. Et de la même manière, dans le sens inverse, ton cerveau, il n'est pas construit pour envisager les côtés positifs d'une mauvaise nouvelle. Je pense que s'il y a 6 mois, on t'avait dit tu vas être confiné pendant 2 mois à plus pouvoir sortir de chez toi, ça aurait été horrible. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les gens, en fait, ils apprécient, enfin pas tous, et évidemment, j'ai bien conscience des problématiques économiques de plein de gens, mais il y a plein de gens qui apprécient aussi cette période et qui finalement se disent, en fait, ce retour à moi, il est quand même très agréable. Donc, ce qui est vachement intéressant, c'est dans cette adaptabilité, pardon, c'est aussi de se dire, je constate que que mon cerveau, il n'est pas construit pour, mais de manière empirique, je le vois en fait. Tiens, on va commencer comme là. Enfin, on va commencer, on a déjà commencé, mais il y a des questions. Podcast tour, soon ou pas soon? Alors, c'est quoi un podcast tour? Tout dépend du confinement aussi, je pense. Alors, podcast tour, de partir faire un podcast. En même temps, c'est quoi le concept du podcast tour? Ce serait peut-être de faire des podcasts en live. Explicite-nous, ce que tu veux dire par podcast tour. Parce qu'effectivement, je ne sais pas. pas. On prendra. Il y a Céline. Post-Covid, y aura-t-il un gap plus grand ou non entre les différentes couches de la société? Ça me semble assez évident que oui. C'est même plus large que ça. Il y a Strauss-Kahn. On peut penser ce qu'on veut de Strauss-Kahn, mais c'est quand même un bon économiste qui a fait un papier très long sur l'économie et alors pas au niveau national, mais au niveau global, en expliquant que effectivement, ce qui va se passer sans doute, c'est que les pays qui étaient sortis de la misère vont y retomber de manière assez massive. Et je pense que ce qu'on va voir en France, si on revient au niveau national, c'est effectivement sans doute pas un enrichissement des plus riches, mais en tout cas, les plus riches, ils vont rester là où ils sont. Mais vraiment une dégringolade des plus pauvres. Et ça va être assez violent. Et c'est pour ça que dans l'épisode que je passe la semaine prochaine, justement, on parle énormément de pudeur en ce qui concerne les loisirs. Il va falloir savoir ne pas montrer. Je crois que c'est vraiment, vraiment important. Tiens, quelques recommandations, parce qu'on parle podcast quand même là, parce qu'il y a une autre question sur la transition numérique, mais moi je veux vraiment que ce live soit dédié au podcast. Même si on part dans plein de sujets, puis nous, on s'est écouté déjà des heures au téléphone, on pourrait partir, ce qui n'est pas incroyable. Si tu avais des podcasts à nous recommander pendant le confinement aussi, tu vois, pour nous divertir ou pour nous informer
Ouais, moi, j'écoute pas trop Alors, de podcasts pour me divertir, mais moi, les deux podcasts que j'écoute les trois podcasts que j'écoute le plus, vraiment, c'est Thinkerview, qui est un podcast, malgré son nom en français, que je trouve passionnant, qui tiennent pas pendant le confinement, parce qu'en fait, c'est d'abord de la vidéo avant même d'être du un podcast. podcast vidéo. C'est de la vidéo à l'origine, mais qui transforme en podcast. Et Thinkerview, moi, je trouve ça juste génial. J'écoute aussi beaucoup Sismic, qui est un podcast un peu moins connu, mais que je trouve vraiment, vraiment chouette et très pertinent. C'est écrit S-I-S-M-I-Q-E-S, je crois du moins, qui est passionnant. Julien, qui le tient, est vraiment, vraiment brillant. J'écoute un peu la leçon de Pauline Grisoni aussi, évidemment. Et puis après, j'écoute beaucoup, beaucoup Hidden Brain, qui est un podcast américain, qui est plutôt psychologique, mais que j'adore en termes de format, tant dans le format narratif que dans le contenu d'ailleurs. Et après, j'écoute par-ci par-là tous mes potes de podcast, soit Mathieu de Génération Do It Yourself, ou Pauline Legnaud. Ouais, Pauline, bah, d'ailleurs, Pauline, elle est bien dans l'empreinte. Non, elle vient là, en live. Ouais. Pas le. Oh là, j'y arrive pas ce soir. Pas mardi prochain, mais mardi d'après, le mardi de Pierre. Et moi, j'ai une question parce que. Hidden Brain, comme le cerveau caché. Donc, H-I-2-D-E-N. Hidden Brain. Moi, je sais que ma petite sœur me disait aussi parfois, mais je suis pas éduquée au podcast. Donc, pour commencer, on va dire, à éduquer quelqu'un au podcast, est-ce que, par exemple, tu conseillerais, d'ailleurs, ce que je suis en train de faire, moi, en ce moment, pendant le confinement, j'écoute des formats radio en podcast. Par exemple, les grosses têtes que j'arrivais pas à écouter, mais non, mais c'est vrai, à écouter, parce que moi, je suis pas du tout en live. J'aime bien écouter quand j'ai envie d'écouter un truc. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'adore les podcasts, c'est que si j'ai envie d'écouter et d'arrêter le truc, je l'écoute, je l'arrête et je fais autre chose. Et donc, j'ai redécouvert les grosses têtes. Et est-ce que c'est pas, comment est-ce qu'on va réussir à élargir cette audience pour les podcasts? C'est vraiment en remettant, en créant du contenu dédié ou en adaptant les contenus déjà existants à la radio en podcast, ou les deux? Alors, d'abord, on peut parler de la période de confinement. J'ai vu pas mal de papiers passer sur l'augmentation, je pense que tu l'as vu aussi sur ton podcast, l'augmentation de l'audience des podcasts. Moi, je crois que je pense que, enfin, les analyses que j'ai lues, je suis pas forcément très d'accord en disant que ça a baissé au début, mais qu'après les gens qui écoutaient des podcasts ont retrouvé leurs habitudes. Moi, je crois pas à ça. Moi, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont arrivés au podcast, qui n'en écoutaient pas avant pendant ce confinement, et qu'il y a plein de gens qui écoutaient des podcasts avant, mais qui n'en écoutent pas parce qu'ils n'ont pas de transport. Je pense que donc post-confinement, il y avait une explosion de l'audience, donc ça, c'est le premier truc. Ensuite, je pense que c'est à travers des, enfin, il y a le bouche à oreille, et puis il y a la création de podcasts originaux. Ce qu'on va voir, et ce qui me semble assez évident, et pour le coup, le studio avec lequel tu travailles fait ça, mais il va y avoir de plus en plus de fiction. On sait que Apple... Tu connais Noises? Tu l'as écouté ou pas, Noises? Non. Ah, faut que tu écoutes. Ah, si, pardon, je dis des bêtises. J'ai écouté les premiers épisodes, j'ai écouté la première saison. Moi, j'ai été carrément, c'était lors du Paris Podcast Festival. Ils ont fait un enregistrement en live. Et tu sais, moi, vraiment, je suis un bébé dans l'univers du podcast. Je commence vraiment tout juste. Mais là, en fait, on était dans une salle de ciné avec le casque sur la tête. Tu avais les bruits, les sons. C'était dingue. Et c'était les acteurs, quoi. J'ai écouté, donc je sais qu'il y a du binaural, et, bien sûr. Mais Apple est en train de créer des contenus. Spotify investit énormément d'argent dessus. Donc, en fait, ça va venir par la création de contenus originaux, je crois, pas par le replay de radio. Le replay de radio, pour eux, c'est indispensable parce que c'est l'audience, comme toi, en fait, finalement, est en train de switcher naturellement. Parce que pourquoi écouter une émission en direct quand tu peux l'écouter en différé, à part peut-être le 7-9 le matin ou autre, mais autrement, c'est quand même beaucoup plus logique de l'écouter quand on a le temps. Donc, ça me semble assez logique que la radio bouge, mais ce qui va faire bouger l'audience vraiment de manière massive, je crois qu'aujourd'hui, les podcasts qui existent, et je me considère dedans, sont très parisianistes et intellectuels. Je pense qu'il va y avoir besoin de podcasts, tu vois. Les Laurent Ruquier, justement, je suis pas certaine, mais c'est vrai qu'en fait, il y a des auditeurs qui disaient, mais moi, qui n'étaient pas du tout, justement, Paris urbain, machin, etc., qui l'écoutent parce que comme ils n'ont pas le temps de l'écouter à des heures machin, ils auront découvert le podcast grâce à ça. Et en fait, du coup, en naviguant sur leurs 10 heures de podcast, ils tombent sur d'autres contenus. Et donc, finalement, c'est peut-être pas plus mal. Oui, les heures d'écoute, du coup. Pierre, oui, il y a des heures d'écoute, elles ont évolué aussi, effectivement. J'adore. Pierre, il voit les questions passer, du coup, il répond en même temps. Pierre, mais effectivement, les heures, on en parle dans le groupe WhatsApp d'ailleurs. C'est marrant, c'est Pauline qui faisait la remarque que maintenant, son heure d'écoute, j'ai pas regardé pour Vlan, mais Pauline Grisoni, son heure d'écoute maximale, maintenant, c'est midi.
Il y a Ah, la donc matrescence. c'est vrai genre d'écoute de podcast. Ça, moi, j'apprends quelque chose, tu vois. Ouais. Et en fait, la matrescence, Clémentine, elle disait que maintenant, c'était pendant la sieste des enfants, donc à 14 heures, et après, je crois que de mémoire, elle disait vers 18 heures. Donc ça bouge, effectivement, il a raison, Pierre. Et tu vois, là, j'ai personnellement découvert les podcasts de contenu pendant le confinement. Une très belle découverte. Bah, merci Skyland Bay, je sais pas. Donc, n'hésite pas même à découvrir nos podcasts. Mais Exactement. non, mais c'est Bah, pas une toute pub, tu c'est la vois. personne qu'elle a, c'est qu'elle doit Non, te mais connaître, surtout toi, au moins. déjà, au-delà de nos podcasts, éclate-toi, découvre tes formats. Moi, vraiment, c'est ce que j'encourage parce que je m'éclate à découvrir plein de formats. Et je sais pas si tu trouves que c'est ça, mais une fois que tu as la voix du podcasteur dans les oreilles, tu as l'impression que c'est ton pote. Il y a vraiment une Dingue. intimité qui se crée. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, et je pense que ça, c'est lié à la qualité audio. La qualité audio fait énormément à l'intimité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de podcasts encore qui ne mixent pas. Alors là, je rentre dans les détails du podcast, mais c'est vrai que le mixage, en gros, ça permet de mettre aux normes ton podcast, donc de maximiser l'audio pour les plateformes, finalement. Et c'est une étape qui est nécessaire, indispensable. Alors au début, on le fait jamais, mais bon, toi, comme ta Pierre, tu l'as toujours eu, donc tu ne te poses pas trop la question. Mais en réalité, quand tu es tout seul, au début, tu ne le fais pas. Mais c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut pas. Il y a toujours cette envie de dire non, mais je vais enregistrer mon podcast dans un café, ça sera plus sympa, machin. Qualité Mais en fait, audio c'est importante. une fausse bonne Tout le monde idée. le dit, là. Tout le monde dit la qualité audio est importante et tout va bien sûr. Exactement. Parce qu'en fait, même le grésillement, même quand tu appelles un ami que ça grésille, ça t'énerve, tu vois, tu n'as pas envie d'écouter. Donc, c'est Donc, hyper ouais, effectivement, et Pierre a raison. Alors, je n'ai pas regardé sur les écoutes. podcast, c'est à l'origine d'une écoute mobile, donc en déplacement aujourd'hui, les écoutes sur. Ah, ouais, c'est bien. Je n'ai pas regardé les stats de ça, mais c'est très possible. Is French little woman? Yes. Je sais pas, je réponds à la question qu'il y a. Okay. On va parler en anglais. Et toi, du coup, t'en écoutes plus ou pas pendant le confinement? Moi, j'en écoute beaucoup moins. Ah, moi, par exemple, je fais partie de ces gens qui ont du mal à écouter des podcasts quand ils ne sont pas en déplacement. Parce que d'habitude, j'écoute les podcasts sur mon vélo ou dans le métro. Et c'est vrai que comme je n'ai pas de transport, je les écoute le matin en prenant mon petit-déj, mais pas toujours. J'écoute vraiment moins de podcasts, moi, personnellement. Moi, j'en écoute pareil parce que j'ai réussi à marcher mes 20 km. J'arrive toujours entre ma cave et mon appartement. Oui, je suis barrée, mais du coup, j'écoute toujours plein de podcasts. J'ai une question intéressante. Tes podcasts, enfin, elles sont toutes intéressantes, vos questions, mais du coup, j'en sélectionne quand même. On la voit passer. Les podcasts, ouais, en fait, c'est un scène que je vois pas passer. Hein. Les podcasts, vous les faites dans vos studios ou sur le lieu de travail de vos interviewés? Alors, en ce qui me concerne, on les fait en studio de manière systématique. Parce que, en fait, d'abord, ils acceptent de se déplacer, mais en fait, le studio, nous, on a un très grand studio professionnel dans lequel on peut rentrer genre 50 personnes, donc il est vraiment très grand, enfin 50 juste dans le studio, je veux dire. Et en fait, ça crée un cocon, en particulier parce que c'est très insonorisé, ça crée un cocon qui fait que il y a une intimité qui se crée entre moi et l'invité de manière assez naturelle. Alors après, il y a aussi, tu vois, la discussion qu'on a évidemment avec la personne, mais le studio, il y a vraiment cette intimité qui se crée, cette confiance qui se noue. Ça permet d'être, moi je trouve en tout cas, beaucoup plus efficace. Et puis après, se déplacer dans le lieu de la personne, ça lui rend service, mais finalement pas tant que ça. Et bien sûr qu'il va économiser une petite demi-heure, mais au final... C'était le côté en fait d'essayer de voir parce que je commence à tomber dans le noir. Non, on va rester comme ça. Et du coup, je trouve que le studio, c'est quelque chose de... Enfin, moi, en tout cas, je trouve que c'est mieux de le faire comme ça. Maintenant, évidemment, comme on le disait tout à l'heure, on va faire de plus en plus à distance. Mais comme je disais tout à l'heure aussi, on a créé une offre pour faire ça, où on envoie des micros à la personne, etc. Donc, c'est oui, d'accord, tu as carrément envoyé des micros. On envoie des micros, il y a une formation. Oui, donc tu vas même pouvoir former des entreprises aussi là-dessus. Nous aussi, alors pour l'empreinte en tout cas, et je pense pour même toutes les fictions et tout, c'est faire en studio pareil, insonoriser au maximum, avoir une qualité de son irréprochable. Le montage est fait comme ça directement. Moi, on m'aiguille. Tu sais, on règle ma voix, c'est important. En fait, quand je suis toute seule à m'écouter, forcément, j'ai moins de feedback autre, quoi. Bien sûr. Donc oui, pour répondre à la question, c'est en général en studio pour en tout cas un son de qualité. Et confiné, là, on se débrouille avec les moyens du bord. Mais je pense que vous préférez tous avoir les podcasts, même s'ils ne sont pas avec un son optimal. Voilà. Il y a deux choses dans le podcast. Il y a évidemment le lien que tu as créé avec l'hôte ou l'hôtesse du podcast, évidemment. Il y a le contenu. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que le sujet t'intéresse?
Et puis après, enfin, mais il y a le son, la qualité du son. C'est-à-dire que tu peux vraiment être bloqué par la qualité du son. Les 3 do and don't pour le podcast, Ouais, c'est intéressant je ça. pense qu'il ne faut pas le faire. Moi, donc, j'ai cette expérience qui est un petit peu particulière parce que ça fait 15 ans que je suis là, entre guillemets, sur la création de contenu. Donc, j'ai vu les rise and falls des podcasts, j'ai vu les rise and falls sur Instagram, des blogs, pardon, d'abord, puis des pages YouTube, des Instagrammeurs, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que les premiers podcasts sont jamais, enfin, les premiers qui arrivent sont jamais les derniers. C'est jamais les plus gros. Donc, faut pas se dire que c'est trop tard. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est qu'il faut pas le faire. Il faut pas choisir un sujet, je dirais, trop fermé. Ou en tout cas, il faut faire un sujet qui te passionne parce que tu vas rester dessus. Et assez ouvert malgré tout pour que tu puisses te renouveler naturellement. Il ne faut pas le faire pour l'argent. Je pense que ça, c'est la plus mauvaise motivation. Ou pour la fame, ça peut être aussi pour être connu, évidemment. Et effectivement, comme le dit Pierre, il ne faut pas le faire pour parler, mais pour faire parler les autres. Moi, je dirais même… Complètement. Complètement. À moins de faire… En fait, c'est pour ça que le journalisme dans le podcast est un peu bizarre. Enfin, alors, il y a un truc que moi je fais et je pense que je le recommande. Je ne sais pas si tout le monde en est capable, mais en tout cas, moi, j'ai aucune question préparée. Je trouve que parce qu'en fait, ouais, mais parce que en fait, le truc c'est que moi, donc j'anime énormément. Tu sais, je fais beaucoup de conférences et comme toi d'ailleurs, et beaucoup de tables rondes. Et le problème, parce que j'en ai animé ça fait plus de 15 ans que j'anime des tables rondes, donc je sais bien que quand tu as tes questions, tu n'écoutes pas la réponse, parce qu'en fait, tu es concentré sur ta question, sur la question prochaine que tu vas poser. Et en fait, ça casse toute la dynamique. Et donc, il y a ce premier truc-là, je crois. Et puis, vraiment avoir au fond du cœur, j'ai envie de dire, l'envie de mettre en avant la personne. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les journalistes. Et ça change aussi la dynamique. Donc voilà. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, j'ai pas du tout suivi les questions que je devais te poser. Hein, d'ailleurs, je suis honnête. Hein. Non, mais c'est pas grave. Et plusieurs fois, Pierre me disait, tu veux pas un peu préparer et tout. Et puis, en fait, j'essayais. Et à chaque fois que je préparais, moi, je pense que j'adore écouter ce que font les gens. Donc, toi, par exemple, je suis tout l'après-midi tes podcasts dans les oreilles. Non, mais c'est vrai, hein, parce que je préfère être imprégné de ton ADN et puis te poser les questions en live qu'en fait préparer une fiche et puis être figé, écouter 2 secondes. Enfin, tu vois, genre, journaliste. Non, ouais. Je suis assez d'accord. Il faut pas. Enfin, il faut pas. Je pense que moi, ce que je fais en tout cas, je prépare pas les interviews. Je définis un sujet en général. J'écoute quand même ou je lis les bouquins des personnes que je reçois. On discute pendant un quart d'heure, une demi-heure avant l'enregistrement, ce qui me permet d'avoir un certain nombre d'insights, en tout cas d'éléments sur lesquels je vais rebondir. Et après, on se lance en live. Et c'est souvent sans montage. Quasiment, peut-être 95%, 98% des cas, il n'y a pas de montage. Donc, c'est un bloc de une demi-heure que je livre comme ça, qui est vraiment une conversation. Eh bien, attends, je vais voir, il y a d'autres questions. Il y en a un qui dit « Et l'audience, qu'est-ce que… » Alors, les gens qui écoutent des podcasts, en tout cas, en ce qui me concerne, peut-être parce que j'ai une posture très féministe aussi sur Vlan, j'ai 85% de femmes. Donc voilà, après c'est bien sûr principalement 25-35, principalement urbain. Non, moi je sais pas, pour… Et plutôt CSP+, de toute évidence. Ouais. Et c'était pas, oui, donc c'était la qualité. Des formations sur Internet disponibles pour apprendre à écrire un podcast avec écriture journalistique. Alors, je ne sais pas s'il y a il y a plein de formations qui existent. Nous, on en a créé une aussi. Elle n'est pas disponible en ligne, mais elle existe. Il y a pas mal de formations qui passent un peu dans tous les sens sur le podcast. Je pense que, je ne sais pas si c'est… après, pour… alors voilà, il y a Pierre qui dit il y a le Podcast Lab sur Deezer. Ils font tous chez Bababam. Oui, c'est vrai. Non, mais en fait, le Podcast Lab, c'est un nouveau podcast qui a été lancé par Bababam avec Deezer, justement, pour expliquer comment monter un podcast. Donc, on te le conseille, Lana Kareja. Voilà. C'est un podcast. Je ne sais plus combien d'épisodes Pierre va te répondre, du coup, il va te le dire. Mais voilà, ça te permet de… Est-ce qu'il faut vraiment une formation? Alors, ça dépend. En fait, si on rentre dans le détail du podcast, il y a plein de typologies de podcasts. Évidemment, le podcast que tout le monde connaît, c'est le podcast conversationnel, c'est-à-dire celui que tu fais celui que tu fais toi, pardon, ou celui que je fais moi. Donc, qui est relativement simple, où c'est une conversation. Et dans ce cas-là, je pense qu'il n'y a pas nécessairement besoin de formation, c'est aussi ton ressenti, mais il y a quand même besoin
compréhension de l'utilisation des micros, de l'enregistrement, de la qualité du son, de bien écouter la personne qui parle, etc. C'est plutôt de l'empathie qu'il faut et des qualités humaines, j'ai envie de dire. Après, il y a d'autres formats de podcast qui sont, par exemple, le documentaire ou si vous écoutez Hidden Brain dont je parlais tout à l'heure, un podcast qui est quasiment conversationnel mais extrêmement écrit. Donc là, bien sûr, il y a besoin d'une formation parce que Donc autrement, là, elle rebondit pour expliquer un peu sa question. Elle parle d'un podcast d'investigation. Donc en effet, là, ce que dit Grégory est pertinent peut-être en effet, mais du coup, c'est plus une formation journalistique que podcasteur en fait. journalistique audio. J'ai envie de dire journalistique audio parce qu'en fait, il y a vraiment cette compréhension de l'audio qui est essentielle, je crois, et que tu n'as pas nécessairement à l'écrit. Donc, oui, pour du podcast d'investigation, j'ai tendance à penser qu'il y a besoin d'une formation, bien sûr. Y a-t-il une durée idéale pour un podcast, selon toi? Je pense que la durée idéale, c'est la durée où c'est intéressant, hein, déjà pour commencer. C'est vrai. Mais par exemple, toi, la moyenne des podcasts dure 30 minutes, toi. Alors, Comment moi, je suis sur un format de 30 minutes. Je pense pas que ça doit être trop court parce que, enfin, à mon sens, mais peut-être que je me trompe, les podcasts de 2 minutes ou 3 minutes, j'ai du mal à y croire parce que je pense que c'est trop court finalement. Enfin, moi, j'écouterai pas parce que tout dépend en fait je pense, du but du podcast. Par exemple, Bien sûr. moi, écoute, tu as des podcasts un peu drôles comme Madame Meuf tous les matins qui va te donner un peu la tendance du jour. Hier, elle a écouté le discours, ça dure 2 minutes, 2-3 minutes et c'est drôle. Mais un podcast, en effet, comme les nôtres, en 3 minutes, c'est quand même compliqué, tu vois. Moi, ça me frustre 3 minutes parce que j'ai même pas le temps de sortir de chez moi, que c'est déjà fini en fait. Tu vois. Ou alors, il faut les écouter vraiment tout seul. Donc après, moi, je fais une demi-heure parce que je trouve que c'est un temps de trajet. Et c'est toujours le temps que je me suis donné. L'expérience prouve qu'avant, le temps moyen du podcast est en train de diminuer aux US et donc en France aussi. On était sur 1h30, on est en train de passer sur 45 minutes. Il y a des podcasts, typiquement, je pense à la Génération Do It Yourself, qui durent pendant 2 heures. Moi, je trouve ça un petit peu compliqué, mais... Et les Chroniques du Gouffre nous dit d'écouter son podcast, alors du coup. Pourquoi il dure combien de temps, ton podcast? Qui dure très peu de temps, je suppose. Il dure très peu de temps. Mais une durée idéale, moi je pense qu'une demi-heure c'est une durée idéale, mais en même temps c'est le seul temps que j'ai choisi, donc je ne suis pas objectif. Mais parfois j'ai des épisodes qui durent 50 minutes. Hein. Alors comment on monétise son podcast? Il y a plein de manières de le faire. D'abord, il y a des monétisations directes et de la monétisation indirecte. Dans la monétisation directe, on peut trouver un sponsor qui va sponsoriser toute une saison d'épisodes. Ça peut être une manière de le faire. Idéalement, il faut le trouver en direct. Ça me paraît le plus simple. Donc, de prendre une marque qui te semble pertinente et d'aller chercher un sponsor sur le long cours. Après, il y a une autre manière qui est de faire de la pré-roll. Nous, on a créé Plink, on a créé une régie média où on essaye de favoriser au plus la création sonore. Donc, on prend le minimum de pourcentage sur les revenus. En tout cas, on est la régie qui prend le moins d'argent de toutes les régies qui existent, de très loin. Donc, de mettre de la monétisation en pré-roll et ça se vend au 1000. Donc, tu vends en moyenne à 85 € du 1000 les écoutes. L'autre manière, c'est de faire des épisodes sponsorisés. Donc, tu reçois quelqu'un qui reste dans la lignée de ton podcast, mais où l'épisode intégralement est fait pour cette marque. C'est une autre manière de le faire. Tu peux évidemment faire des épisodes live et faire payer l'entrée. Tu vois, je pense au spectacle que fait, comment ça s'appelle, Binge Audio. Tu peux, évidemment, ce qu'on fait un peu, Alice et moi, c'est plutôt des revenus indirects, c'est-à-dire que ça nous génère des revenus par ailleurs, où on va faire des conférences, ça peut nous ramener du conseil. Donc, en fait, c'est un revenu externe, mais qui n'est pas insignifiant, loin de là. Donc de la notoriété, donc voilà. Ça peut être la création d'objets. Alors, moi, je pense par exemple à Clémentine, qui a un gros podcast sur la maternité, où elle pourrait, moi, je pense, créer des objets et en fait devenir une marque. Ça peut être un objectif. Je sais que Génération XX, Siam, elle essaye de devenir un média, elle. Donc, en fait, il y a plein de manières de gagner de l'argent avec un podcast. Mais encore une fois, ce que je disais... Comme dans tout business, en fait. C'est un contenu. Il ne faut pas créer ton podcast pour gagner de l'argent. Toi, typiquement, là, il y a Fouad qui nous raconte que il s'est un peu loupé pour le sponsoring moins onéreux. Bah oui, pour le moment, comme le podcast, c'est quand même un format qui n'est pas encore hyper... même s'il a une tendance très croissante, forcément, le sponsoring n'est pas encore très cher. Mais ce que Grégory disait depuis le début,
quand on se lance dans le podcast, c'est pas pour l'argent à la base. Non, C'est il une ne faut pas le passion. faire pour l'argent. Faut pas le Ouais. faire pour l'argent. Si ton Mais but, jamais, c'est hein. de l'argent, fais autre chose. Non, mais c'est vrai. En fait, même En jamais. fait, moi, je l'ai vu dans les blogs, je l'ai vu sur Instagram, je l'ai vu sur Facebook, je l'ai vu sur YouTube. Enfin, tu vois, 15 ans, c'est beaucoup. Hein. Enfin, sur la période, en tout cas. Et en fait, à chaque fois que tu le fais pour l'argent, en 2 ans, tu t'arrêtes. Parce que le truc, c'est que ça Bien marche pas sûr. aussi vite que ça. Et puis de toute façon, les gens, ils l'entendent. Dans la voix ne trompe pas. Hein. Tu l'entends quand quelqu'un le fait pour quelque chose, enfin, pas par passion. Pas nécessairement, mais Oh, si. je sais pas. Je pense que tu Moi, peux. je vois l'évolution des podcasteurs qui, au début, le faisaient par passion et qui, après, ont commencé à prendre le melon. Tu les entends, ils ont un temps d'audio au début où ils parlaient très peu, ils laissaient la parole. Et à la fin, il n'y a plus que qui parlent de moi. Et bah, t'arrêtes d'écouter parce que ça. D'accompagner les marques dans la prod de leur podcast. Bah, nous, on le fait, en fait, la production de podcast. Mais encore une fois, c'est vrai que la production de podcast, nous, on fait moins de marques, enfin, on fait moins du B2C pur que de l'accompagnement de podcasts en ce que j'appelle B2P, donc business professional, c'est-à-dire collaborateurs, partenaires, clients B2B, parce que ça me semble plus utile, plus efficace. Et là, en fait, il y a un vrai retour sur investissement pour les marques, je crois. On va prendre une dernière question parce que là, j'ai l'impression que je vais finir dans le noir, moi, sinon. Hein. Il y a eu une question sur un avis sur le futur des réseaux sociaux. Dis-moi. Ouais, tu veux qu'on parle réseaux sociaux pour la dernière ou podcast? Bah, moi, je Attends, peux. je regarde. Je sais pas. Des podcasts à recommander, laquelle tu veux? Tiens, j'en ai parce que là, j'en ai plein en fait. Des podcasts à recommander sur les sujets liés à la santé mentale. En général, c'est vous qui invitez les personnes ou eux qui viennent à vous. Prenez-vous des stagiaires? Bon, ça sera ta question à toi plus tard. Non, après la transformation numérique, là, on est trop dans. Moi, je veux qu'on reste podcast. Ça, tu avais déjà répondu, on va faire ça. Dis-moi, c'est ton live. Hein. Des podcasts à recommander sur le sujet lié à la santé mentale. Sans doute Change ma vie en français. Après, il y a beaucoup de podcasts en anglais. Par exemple, je pense à Laurie Santos, qui est une chercheuse professeure à Stanford sur le bonheur, qui est hyper intéressante. Je pense aussi à donc Mo Godat, que j'ai reçu sur mon podcast 2 fois et qui a lancé son propre podcast. Il y a Charles Pépin qui a lancé son podcast avec Spotify aussi. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui se passent sur les podcasts. Je ne sais pas si ça correspond précisément à la santé mentale, mais voilà. Et Arte Radio, effectivement, fait énormément de très Et j'ai bons l'impression podcasts. qu'il y a des gens qui te connaissent, avec qui tu avais travaillé aussi, qui te font des coucous et qui te remercient pour tes réponses, Greg. Ben, c'est gentil. En tout cas, moi, je te remercie. Je vais essayer d'enregistrer le live. Alors, m'en voulez pas si j'arrive pas parce qu'on fait des. Il va être disponible pendant 24 heures. Ça, c'est voilà, sûr, vous l'aurez dans 24 heures. Mais moi, ce que je voulais, c'était pouvoir même les enregistrer en IGTV ou autre, parce que comme ce sera vraiment un rendez-vous récurrent et qu'on va retrouver post-confinement, parce que ce que j'ai envie, c'est vraiment de pouvoir mettre aussi à contribution ma communauté pour émanciper le podcast et le faire vite. Donc, tu es mon premier invité, mais du coup, tu es aussi mon crash test. Et alors, pour répondre sur TikTok, j'ai vu qu'il y a une petite question sur TikTok. Je ne pense pas que ce soit le même usage. TikTok, c'est vraiment… Coucou, Sabrina. Sabrina, c'est peut-être une future cliente que je vais coacher. Donc, Eh ben, bonjour Sabrina, ravi. TikTok, je suis pas sûr que ce soit le bon endroit, le même endroit que les podcasts. Moi, pour parler juste de l'avenir des réseaux sociaux, parce qu'il y avait cette question. Ouais. Moi, je crois que l'avenir des réseaux sociaux va se jouer dans les mondes virtuels. Je pense que quand tu regardes Ready Player One, par exemple, tu as une bonne vision de là où on va. Je ne crois pas trop qu'il va y avoir une réinvention totale des réseaux sociaux après Instagram qui va nécessairement devenir de moins en moins cool. Quoi, j'ai pas de vélo, moi j'ai un tapis de marche. Alors moi aussi je marche beaucoup, en plus on a ce truc en commun, on a plein de points communs avec Alice. Ouais, c'est vrai, mais d'ailleurs je suis sur mon vélo électrique parce que je vais me mettre… TikTok, pas forcément la cible, non, je suis assez d'accord avec toi. Non, c'est très jeune TikTok. Très jeune. Encore. Mais non, alors prochain live, on évite le vélo. Mais en tout cas, j'étais ravie. On a fait 1 heure, j'ai dit une demi-heure, mais c'est pas grave. Hein. Normal. Et je vais essayer d'enregistrer notre live. Et je vous remercie à tous pour votre présence et vos questions. C'était top parce que du coup, on avait plein de questions. Et si vous en avez d'autres, de toute façon, comme on va continuer à parler podcast mardi prochain avec Pierre, du coup, qui a commencé à vous répondre déjà dès maintenant. Donc, on est déjà dans le truc. N'hésitez pas à préparer de nouvelles questions. Et puis, du coup, je libère Greg pour son apéro virtuel. Ouais. Ah. Bon. Et alors, je te dis à très vite. On essaiera de se boire un vrai après le 11 mai si on est Exactement. Maintenant, on n'est pas très loin. On est à moins de 100 km l'un de l'autre, c'est sûr. Ouais. Donc, on verra si on peut aller prendre un café ou un verre déconfiné. Bon, je vous embrasse tous. Merci d'avoir
d'avoir été là. Et puis, merci, Greg, pour ta présence dans le live. Merci à toi. À plus. Ciao. Ciao.